Voilà, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons parler du transistor MOSFET. On va détailler un petit peu ce qu'il y a dans ce transistor. Et puis, je vous ai dit qu'il y en avait déjà deux sous-familles. Il y avait les transistors à enrichissement et ceux à appauvrissement. Donc là, on va traiter le cas des transistors à enrichissement. Et puis, parmi ces transistors à enrichissement, il y en a deux variétés, les canals N et les canals P. Donc là, on va traiter le cas du canal N, qui est le plus répandu, le plus fréquent. Voilà. Alors, un transistor MOSFET, déjà, ça se représente comment sur un schéma électronique, un circuit électronique? Eh bien, on va le représenter comme ça, on va faire un trait vertical, trois trains pointillés. Voilà. Ici, on va avoir une connexion, une première connexion, ça va être l'électrode de commande qu'on va appeler la grille. Voilà. Et puis ici, eh bien, vous avez deux autres électrodes, une en haut qu'on va appeler le drain, et celle en bas qu'on va appeler la source. Voilà. Et il y aura une quatrième connexion, ici, qu'on va appeler le substrat. On va l'appeler sub comme ça pour substrat. Voilà. Donc en fait, ce transistor, finalement, il déroge à la règle des transistors classiques, comme quoi il devrait avoir trois connexions. Celui-là, en fait, de base, il y en a quatre. Voilà. Bon, mais vous verrez que ça ne va pas durer trop longtemps. Alors surtout, on va commencer par décrire ce qu'il y a dedans, ce qui se cache derrière ce symbole. Voilà. Et alors, pour en fabriquer un, vous avez une base en silicium qui est dopée positivement, normalement. Donc, on va mettre ça comme ça. Donc ça, un beau pavé de silicium dopé positivement. Voilà. Ce silicium dopé positivement, en fait, il va être relié au substrat, ici par une connexion, que je vais mettre en noir. Voilà. Ça sera le substrat. Et puis dans cette zone dopée positivement, eh bien, en haut et en bas, on va insérer deux zones, une ici dopée négativement, et une autre en dessous dopée négativement. Voilà, comme ça. Et puis on va se mettre une connexion sur chacune des deux zones. Donc en haut, ça sera connecté au drain. Et en bas, ça sera connecté à la source. Voilà. Bon. Et a priori, pour le moment, il y a une symétrie entre drain et source. Voilà. Après, eh bien, dans ce transistor, il va y avoir une couche isolante qui va être faite par d'oxyde de silicium, donc qui va être très fine, mais j'accentue l'épaisseur comme ça. Donc ça, c'est un isolant. Voilà, une couche qui chevauche sur la partie N en haut et la partie N en bas. Voilà. Et ensuite, sur cette couche isolante, eh bien, on va avoir un contact électrique, une plaque de conducteur électrique, à l'image de celle d'un condensateur, une armature de condensateur ici. Et ça, c'est relié à la grille. Voilà. Okay. Alors le principe, on va faire une petite remarque préliminaire déjà. Cette grille-là est complètement isolée du reste du transistor. Donc il ne peut pas y avoir de courant qui passe de la grille vers une autre électrode du transistor. Donc ça sera une première chose, c'est que le courant de grille sera égal à 0. Voilà. Ensuite, on voit qu'on a un effet diode entre le substrat et le drain, c'est-à-dire une diode qui peut conduire donc, en allant du substrat vers le drain, de la région P vers la région N, ou du substrat vers la source. Voilà, dans le fonctionnement normal, ces diodes doivent être bloquées. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel du substrat devra toujours être inférieur au potentiel de drain, moins 0,6 volts, puisqu'il faut 0,6 volts pour faire conduire la diode. Donc on va mettre ça dans les remarques quand même. Voilà. Diode, substrat, drain bloqué. Voilà. Et en fait, ça se traduit par le fait que le potentiel du substrat doit être inférieur à VD moins 0,6 volts. Voilà, c'est ça, je mets VD, VD plus 0,6 volts. C'est ça, le substrat peut monter jusqu'à VD plus 0,6 sans que ça conduise. Voilà. Et puis, on va avoir la même chose, mais pour la diode qui va du substrat vers la source. Voilà, et ça va nous dire que le potentiel du substrat doit être inférieur au potentiel de la source plus 0,6 volts.
Ok, donc en fait de ces choses-là, on en déduira que le courant dans le substrat il sera toujours nul en fonctionnement normal. Voilà, donc ce courant-là, ici, il vaut 0. Là, il vaut 0. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fonctionnement normal, tout le courant qui arrivera par le drain pourra repartir, enfin, ressortira par la source. Donc en fait, le courant de source est égal au courant de drain. Voilà. Ça, c'est une première relation importante. Voilà. Sauf que pour le moment, est-ce qu'il y a possibilité de conduction du drain vers la source? Ben, pas du tout, puisque là, ça fait une jonction N de N vers P. Voilà. Voilà, puisqu'en fonctionnement normal, le potentiel de drain est supérieur au potentiel de source, donc ça pousse du courant dans ce sens-là. Et quand on va de N vers P, ici, ça nous fait une diode. Hein. Je ne sais pas si je le représente, hein, de là vers là. En fait, c'est comme s'il y avait une diode, mais qui est dans ce sens-là. Voilà. Et donc qui bloque le courant. Donc il n'y a pas de possibilité de faire passer du courant du drain vers la source. Voilà. Donc en fait, ce transistor de base, il est bloqué. Et c'est le cas des transistors à enrichissement, justement. Ce appauvrissement, par défaut, ils sont plutôt conducteurs. Et c'est par la commande de grille qu'on va les bloquer. Je reviens aussi sur ce petit schéma pour préciser la signification de toutes ces lettres. Bon, FET, ça on l'avait déjà dit, c'est Field Effect Transistor, ça veut dire transistor à effet de champ. Et MOS, ça veut dire métal, oxyde, semi-conducteur. Donc métal c'est la grille, oxyde c'est ce qui est en vert, c'est isolant, et semi-conducteur. Voilà, c'est la structure interne, c'est là désigne la structure interne du composant. Voilà. Alors comment on le rend conducteur, ce composant? Le principe, c'est d'amener des charges positives sur cette grille-là, en chargeant donc il y a un effet condensateur entre la grille et puis ici, cette partie du transistor, qui est conductrice quand même de P vers N. Voilà. Et donc en fait on charge ce condensateur en injectant un petit courant qui ne dure pas longtemps, hein, 3 fois rien, pour amener des charges positives qui vont ressortir ici. Et quand on met des charges positives, donc plein cette grille comme ça, eh bien ça va repousser les charges mobiles qui sont positives dans la section P, et ça va attirer des charges mobiles minoritaires qui sont des électrons, voilà, qui traînent, et ça va, par effet de champ, alors, quand la tension de grille entre grille et source sera suffisante, ça va ouvrir un canal comme ça. C'est-à-dire que cette zone-là, il y a une zone ici qui va devenir N. Voilà. Et là, ça fait tomber la jonction, la jonction PN qui avait pour aller de là vers là, ou NP plutôt. Et du coup, eh bien, ça fait un canal qui conduit, et qui conduit avec des porteurs majoritaires qui sont des porteurs mobiles, des charges mobiles qui sont négatives. Voilà. Donc ça, c'est le principe grossier du transistor, en fait. On met une tension VGS positive et le canal s'ouvre. Voilà. Et il devient conducteur. Voilà. Alors dans ce type de transistor, voilà, il faut, bon, pour que ça fonctionne, il faut qu'on a dit que le potentiel du substrat soit suffisamment bas. Voilà. Et dans les circuits intégrés, qui utilisent ce genre de MOSFET, hein, et puis il y en a beaucoup, parce que c'est le cas de tous les circuits numériques en fait, les microprocesseurs et compagnie. Eh bien, le substrat, pour être sûr qu'il y ait un potentiel plus bas que tous les autres potentiels, eh bien, on le relie en général au moins d'alimentation. Voilà, c'est ce qu'on fait. Par contre, dans le cas des transistors MOSFET discrets, là, ceux qui sont rendus à l'unité, qui servent plutôt pour l'électronique de puissance, eh bien, en fait, on relie le substrat au potentiel qui est censé être le potentiel le plus bas du composant, c'est-à-dire à la source. Voilà. Voilà ce qu'on fait. Et là, ça crée une asymétrie entre le drain et la source. Et sur le schéma du transistor MOSFET, voilà, le substrat disparaît parce qu'en fait le substrat il est relié à la source. Voilà. Et c'est ce type de schéma qu'on voit dans les circuits de puissance. Ce type de symbole. Et ça correspond à ça. Voilà. Alors ce qu'on va faire par la suite, on va étudier le fonctionnement de ce type de transistor quand le substrat est relié à la source. Parce que c'est un petit peu plus simple quand même. Voilà. Mais il faut savoir que dans les circuits intégrés, c'est pas le cas, le substrat peut être un potentiel différent de la source. Donc nous, on va limiter l'étude à ces cas-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire maintenant? Eh bien, on va parler de la manière dont le potentiel de grille est capable d'ouvrir le canal. Donc on va définir les potentiels. Bon, ça va être assez simple. Hein. Ici, au drain, on va dire qu'il y a un potentiel VD. À la grille, ce sera le potentiel VG. Et puis à la source, ça sera le potentiel VS. Et puis souvent, VS, on le prend pour origine des potentiels, c'est-à-dire on met un 0. Et puis ensuite, je vais effacer mon canal temporairement. Voilà. Enfin, je pourrais en mettre un, mais surtout, eh bien,
ici, dans cette zone-là, il va y avoir un potentiel qu'on va appeler le potentiel du canal. On va l'appeler VC. Voilà, ici, là. On va mettre en rouge, puisque j'ai fait en rouge. On va avoir un potentiel qui est le potentiel du canal. Et alors le potentiel du canal, eh bien, il va dépendre de d'où on est dans le canal. C'est-à-dire il va dépendre d'une coordonnée que je vais appeler Y. Voilà. Et Y, eh bien, c'est la hauteur qui sépare du point du canal qu'on observe. Voilà. C'est la hauteur de ce point par rapport à la zone N de la source. Okay. Et donc, qu'est-ce qui se passe si Y vaut 0, le potentiel du canal est égal au potentiel de la source. Et si Y vaut la longueur du canal, c'est-à-dire qu'on se trouve ici, eh bien, le potentiel du canal ici sera égal au potentiel de drain. Et dans toutes les zones intermédiaires, le potentiel du canal va se balader quelque part entre le potentiel du drain et le potentiel de la source. Voilà, donc ça va être comme ça. Voilà. Et donc ensuite, pour arriver à ouvrir le canal, pour créer un bon canal, eh bien, il va falloir que le potentiel de grille dépasse le potentiel de canal d'une quantité qu'on va appeler la tension de seuil, voilà, qui est de l'ordre de 3 volts en général pour les MOSFET. Et dès que le potentiel de grille va dépasser de 3 volts le potentiel du canal, eh bien ça va commencer à ouvrir un petit canal ici, et qui sera d'autant plus grand que le potentiel de grille sera supérieur au potentiel du canal. Voilà en gros ce qui va se passer. Et alors, on peut même tracer une petite courbe qui va décrire ça. Voilà. Et la petite courbe, elle ressemble à ça. Alors, on va faire des axes. Donc ici, je vais mettre le potentiel entre la grille et le canal. Bon, c'est pour, voilà, peu importe où c'est pour une certaine valeur de Y. Et ici, je vais mettre la largeur du canal. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir ici une tension de seuil qu'on va appeler VT. Alors pourquoi T? On pourrait mettre VS pour seuil, mais VS déjà ça ferait une confusion avec le potentiel de source. Puis les Anglais, quand ils veulent dire seuil, ils disent threshold. Enfin, les Américains ils disent threshold, les Anglais c'est plutôt threshold. Voilà. Et cette tension, donc T c'est pour threshold, et ça c'est typiquement égal à 3 volts. Voilà. Et la largeur du canal, eh bien tant qu'on est en dessous de cette tension VT, elle vaut 0. C'est-à-dire que le canal est fermé. Voilà, on est sur l'axe. Voilà. Et dès que la tension grille-canal dépasse ce seuil de 3 volts, le canal s'ouvre et la largeur sera d'autant plus grande que cette tension dépasse le seuil. Alors le modèle le plus classique qui est utilisé et qui marche pas mal, c'est de considérer qu'ensuite le canal s'ouvre avec une pente constante comme ça, et c'est-à-dire qu'en fait la longueur du canal, la largeur du canal sera proportionnelle à l'écart qu'il y a entre VGC et cette tension de seuil. Voilà. Et donc ça nous amène vers la relation qui définit la largeur du canal. Voilà. Et bien on écrira que c'est une constante, voilà, qui dépend de la géométrie, de tout un tas de choses. Voilà. Donc ça c'est vraiment la base intime de fonctionnement du transistor à effet de champ. Voilà, donc ça c'est si VGC est plus grand que, on va écrire ici, hein, si VGC supérieur à VT. Voilà. Et sinon, ici on a la longueur du canal, la largeur du canal par exemple qui vaut 0. Ça c'est pour VGC inférieur à la tension de seuil. Voilà. Okay. Bon voilà, ça plante déjà un peu le décor. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va étudier les régimes de fonctionnement de ce transistor, compte tenu de ces informations. Voilà, on fait une petite pause et on reprend juste après.